Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a sur la table un document vraiment massif. Oui, un corpus documentaire assez incroyable. Exactement. C'est le dossier de recherche historique de la ville de Funabashi. Pour ceux qui écoutent et qui ne se situeraient pas très bien, c'est au Japon. Dans la préfecture de Shiba, juste aux portes de la baie de Tokyo. Voilà. Et préparez-vous parce que c'est un véritable voyage dans le temps. Les sources qu'on va analyser aujourd'hui elles partent dans tous les sens, mais d'une manière hyper cohérente. On a des rapports archéologiques, de vieilles archives sur la pêche, des manuscrits littéraires super poignants. Et ça va même jusqu'à des données sportives très récentes sur les Jeux Olympiques d'hiver de 2026. C'est ça. C'est vraiment la radiographie d'une résilience. Notre mission aujourd'hui pour cette analyse, c'est de comprendre comment un simple carrefour boueux entre la terre et la mer a pu forger une philosophie unique au monde. Ce que les textes appellent l'esprit d'artisan, le shokunin. Un terme fondamental, oui. On va aussi glisser au passage quelques trésors cachés pour les voyageurs curieux qui voudraient voir ça de leurs propres yeux. Bref, on a du pain sur la planche. D'accord, décortiquons cela. Commençons par la géographie, parce que, en lisant le début du dossier, j'ai été frappée de voir que tout part littéralement de la boue. Le terme boue n'est même pas exagéré. Si on regarde les archives paléolithiques, incluses dans nos sources, donc on remonte à environ 30 000 ans, on voit des traces de chasseurs-cueilleurs. Mais c'est surtout à l'époque Jomon que ça devient un défi géant. C'est la période préhistorique japonaise, c'est ça? C'est que ça, disons de 14 000 avant à 30 000 avant notre ère, à ce moment-là, la zone qui est aujourd'hui le centre de Funabashi, c'était les vasières de Natsumi. Il faut s'imaginer une mer intérieure très peu profonde. Une sorte de grand marécage géant. Exactement. Avec le retrait lent des eaux, c'est devenu une étendue de vase presque infranchissable. Et au milieu de cette boue, il y a une rivière, la rivière Ebi. Et c'est là qu'on tombe sur ce mythe fondateur que j'ai trouvé vraiment génial. Comment on traverse un truc pareil? Alors, les chroniques rapportent une légende avec le prince Yamato Takeru. Une grande figure de l'histoire japonaise. Absolument. Lors de son expédition militaire vers l'Est, il se retrouve coincé par cette rivière et ses vasières. C'est l'impasse totale. Et face à ça, les habitants locaux eurent une idée brillante. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main. Oui, de petits bateaux de pêche. En japonais, on les appelle des funa. Ils ont réquisitionné des dizaines de ces embarcations et les ont alignées de bout en bout sur l'eau et la boue. Comme une file indienne de barques. Voilà. Ils ont posé des planches de bois par-dessus et ça a créé un pont de fortune. Un pont se dit bashi. Funa, Bashi. Exactement. Le pont de bateau. Le nom de la ville est né de cet exploit technique. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste une petite anecdote linguistique mignonne. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce mythe symbolise une transition majeure. On passe d'un obstacle naturel qu'on subit à une maîtrise technologique. C'est la naissance d'un ordre imposé sur le chaos de la géographie. Une sorte de première ingénierie locale. C'est tout à fait ça. Un espace pensé par l'humain. Et pour ceux qui feraient du tourisme dans le coin, c'est super intéressant de voir que cet héritage est toujours visible. Le pont actuel, qui traverse la rivière Ebi, a des balustrades sculptées en forme de proue de vieux navires. Un joli clin d'œil à la légende. C'est un rappel physique permanent. Le dossier suggère d'ailleurs de passer par le musée d'histoire locale de Funabashi. Ils ont des visualisations en 3D incroyables de ces anciennes vasières. Ça permet vraiment de mesurer le défi. Mais le dossier nous fait faire un bond en avant assez énorme. On quitte les mythes et on atterrit en 1615. Et là, le destin de la ville bascule complètement. Oui, 1615, c'est une année charnière. On est au début de l'époque d'Edo. Le shogun Tokugawa Ieyasu vient d'unifier le Japon. Il installe son gouvernement à Edo, le futur Tokyo, et il doit nourrir sa cour. Et il tourne son regard vers Funabashi. Funabashi, avec ses eaux calmes et peu profondes, devient une évidence stratégique. La ville reçoit un statut officiel extrêmement lourd. Elle devient Osagyura. Osagyura. Fournisseur exclusif de la cuisine du shogun. Le fournisseur en produits de la mer, oui. Ce n'est pas juste un titre honorifique. C'est un contrat politique d'une exigence, c'est une exigence martiale. La moindre erreur de qualité, c'est l'insulte suprême. Absolument. Pour des pêcheurs locaux, la pression devait être écrasante. Sans nos technologies modernes de conservation ou de repérage sonar, ils devaient garantir la perfection absolue à chaque livraison. C'est fou d'imaginer ça. Comment ils faisaient alors? C'est cette contrainte qui a généré l'innovation.
Les archives halieutiques du dossier montrent qu'ils ont commencé à cartographier les fonds marins de tête, de manière chirurgicale. Une cartographie mentale de chaque grain de sable. Ils connaissaient les micro-courants, la position exacte des bancs de crevettes ou de balourdes selon les saisons. C'est là que naît ce fameux esprit shokunin, en fait. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, c'est effectivement le point de départ de la psyché collective de Funabashi. La pêche de subsistance devient une quête de perfection. Une quête obsessionnelle, oui. Ils sont devenus les gardiens souverains de la baie avec des droits exclusifs. L'idée, c'est de prélever juste ce qu'il faut, avec la meilleure technique possible, sans épuiser la ressource. Et cette époque glorieuse a laissé des traces. Pour les amateurs de lieux secrets, la ville abrite le Funabashi Toshogu. C'est reconnu comme le plus petit sanctuaire Toshogu du Japon. Construit sur des ruines du palais de repos du shogun, d'ailleurs. Exactement. Et il y a aussi le discret sanctuaire Okura Inari. Historiquement, c'était l'entrepôt sacré où il stockait ses offrandes avant de les envoyer à la capitale. C'est très émouvant de se tenir là-bas aujourd'hui. Ça ancre l'histoire dans le réel. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Cette belle petite mécanique bien huilée va littéralement partir en fumée. Au sens propre, malheureusement. Oui, le rapport aborde le 19e siècle, plus précisément l'année 1868, la guerre de Boshin. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre de Boshin, c'est la guerre civile japonaise. C'est la transition violente entre l'ère des shoguns et la restauration impériale de l'ère Meiji. L'ancien monde contre le nouveau. Voilà. Et Funabashi étant très proche d'Edo, elle se retrouve en plein milieu des combats. Les forces fidèles au shogun déchu s'y barricadent. L'armée impériale attaque, le grand sanctuaire local sert carrément de forteresse. Et c'est le désastre urbain total. Les rapports d'époque sont glaçants. En plein combat, un incendie se déclare, il y a un vent d'est très fort, typique de la côte, et le feu dévore tout. Les sources parlent de 814 maisons détruites en quelques heures. 814 bâtiments. La rue principale, qui était le cœur de cette tradition de pêche et d'artisanat, est réduite en cendres. Une table rase brutale. Comment on se relève de ça? Toute l'économie détruite d'un coup. L'analyse de cette période montre un paradoxe classique de l'histoire urbaine. Cette destruction apocalyptique a été le moteur de la modernisation de Funabashi. Ah oui, les anciennes ruelles en bois tortueuses disparaissent. Ce qui a permis à la nouvelle administration Meiji de repenser la ville. Sans cet incendie, le déploiement rapide du réseau ferroviaire moderne n'aurait sans doute pas pu se faire de la même manière. Un mal pour un bien à long terme. Cette résilience s'incarne aussi dans des parcours individuels. Le dossier s'attarde sur un homme, Ehara Soroku. Oui, l'ancien commandant des forces du shogun. Cet homme a vu sa ville brûler, ses idéaux s'effondrer. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, il s'est réinventé. Il a compris que le Japon changeait. Il est devenu un immense éducateur, c'est ça? Un des plus grands de l'ère Meiji, oui. Il a fondé des écoles, prônait la modernisation intellectuelle. Il représente parfaitement cette capacité à absorber un choc dévastateur pour construire l'avenir. Cette fusion entre l'ancien et le moderne, on la retrouve d'ailleurs dans un monument très étonnant, le phare Tomyodai. Construit en 1879. À peine 11 ans après le grand incendie, oui. Et quand on regarde les photos dans le dossier, c'est fou. C'est un mélange brillant entre l'architecture traditionnelle japonaise en bois et les nouvelles techniques d'ingénierie occidentale. C'est le symbole visuel de leur reconstruction. Et du coup, avec cette nouvelle ville traversée par les trains, Funabashi change de visage. Elle devient une banlieue connectée à Tokyo, mais assez éloignée pour qu'on puisse s'y cacher. Ce qui nous amène aux années 1930. Oui, un changement d'ambiance radical. Le dossier étudie le passage d'Osamu Dazai, l'un des écrivains les plus tourmentés du Japon. Pourquoi il atterrit là-bas? Dazai arrive à Funabashi en 1935. C'est une période passionnante d'un point de vue sociologique. Tokyo est en pleine ébullition. C'est étouffant. Funabashi sert de zone tampon. Un refuge pour les âmes un peu égarées? Un espace d'anonymat protecteur. Et Dazai en avait désespérément besoin. Il sortait d'une opération de l'appendicite très grave avec une péritonite. Et le dossier mentionne une lourde addiction aux analgésiques. Oui, il était financièrement ruiné et moralement à bout. Et c'est pendant ce séjour qu'il subit un échec professionnel dévastateur. Le premier prix Akutagawa. Exactement. Le Graal littéraire. Il en avait besoin pour éponger ses dettes et on le lui refuse. Les sources disent que ça l'a plongé dans une détresse absolue. Mais paradoxalement, c'est dans sa petite maison de location à Funabashi qu'il va réussir à achever la rédaction de son grand recueil de nouvelles Banen, ce qui veut dire Mes dernières années. C'est là que le calme de cette ville de banlieue a joué son rôle. Funabashi lui a offert le terreau émotionnel pour cette transition littéraire, loin de la pression de Tokyo.
Le dossier s'attarde sur un détail hyper touchant de cette époque, le fameux laurier rose. Ah oui, ce fameux arbre. Il avait planté un laurier rose dans le jardin de sa maison. Et c'est devenu une véritable obsession dans ses textes, comme un symbole de survie, un ancrage désespéré à la vie. Les biographies de Dazai racontent que quand ses dettes l'ont forcé à fuir Funabashi précipitamment, il a pleuré devant cet arbre en suppliant qu'on le laisse rester. C'est déchirant, mais ce qui est beau, c'est que la ville honore encore ce passage mélancolique. Pour notre audience férue de littérature, il y a une vraie carte littéraire de la ville. Le pont Kokonoe, par exemple. Oui, avec le portrait de Dazai. Il y a aussi l'emplacement de l'auberge Tamagawa où il écrivait. Et le truc le plus incroyable, le laurier rose a survécu. Il a été transplanté. Il est devant le centre communautaire central et il fleurit encore aujourd'hui. C'est une persistance de la mémoire assez folle. Et cette idée de persistance nous amène directement à une échelle beaucoup plus vaste. Le lien intime avec la nature que les pêcheurs avaient forgé au XVIIe siècle ne s'est en fait jamais éteint. Il a juste évolué, ce qui nous fait bondir dans les années 1990 et 2000. Le dossier documente ici une bataille environnementale majeure autour des vasières de Sanbans. La dernière grande zone humide naturelle de la baie de Tokyo. Et le gouvernement avait un projet colossal de remblaiement pour construire de nouvelles infrastructures. Ça devait être la fin de cet écosystème. Mais la réaction citoyenne a été sans précédent. Plus de 300 000 signatures récoltées, des chaînes humaines géantes. Mais comment un mouvement local a vraiment pu faire plier un projet gouvernemental de cette taille ? L'approche analytique des habitants est cruciale ici. Ce n'était pas juste une protestation avec des pancartes. Les documents montrent qu'ils ont mis en place une véritable science citoyenne. Ils ont opposé des données scientifiques à la bureaucratie. Exactement. Ils sont descendus dans la vase, littéralement. Ils ont fait des recensements d'oiseaux migrateurs d'une précision folle. Et surtout, ils ont analysé la qualité de l'eau. Le rapport parle du phénomène de la marée bleue. C'est un point très technique mais vital. Pour résumer, la marée bleue, c'est quand la matière organique au fond de l'eau se décompose trop vite, absorbe tout l'oxygène et crée une eau anoxique. Ça tue brutalement toute la faune qui se retrouve rejetée sur la plage. Et les citoyens de Funabashi ont prouvé avec leurs propres analyses que le remblaiement préfectoral allait aggraver cette marée bleue de manière irréversible. Ils ont utilisé la méthode scientifique comme bouclier et comme arme juridique. Et ils ont gagné. En 2001, le projet a été définitivement abandonné. C'est historique. C'est surtout la réappropriation moderne de ce vieux devoir de protection de la mer confié aux pêcheurs de l'Osagiora par le shogun. La responsabilité est passée du pêcheur au citoyen scientifique. Et le flambeau est toujours là, puisque le centre d'apprentissage de l'environnement de Sanbanze a été construit sur place pour éduquer les nouvelles générations. L'exigence et la méthode analytique continuent. Et c'est justement cette obsession de la précision qui nous mène à la dernière partie de nos sources. La plus surprenante, je trouve. On est bien loin de la pêche, oui. Cet esprit shokunin, forgé dans la vase, les incendies et les luttes environnementales, on le retrouve aujourd'hui sur la glace. Le dossier aborde les Jeux olympiques d'hiver de Milan de 2026. À travers une académie de patinage basée à Funabashi. La MF Figure Skating Academy, dirigée par le coach Kensuke Nakaniwa. Comment une académie de banlieue tokyoïte devient l'épicentre mondial du patinage artistique ? Cette question soulève un point essentiel. C'est l'incarnation contemporaine la plus pure du shokunin. Nakaniwa a complètement rompu avec le dogme du sport de haut niveau qui valorise la souffrance et le volume horaire massif. L'épuisement total. Oui. Son académie impose une règle stricte détaillée dans le rapport. Les athlètes ne sont sur la glace que 3 heures par jour au maximum, pas une minute de plus. 3 heures pour des JO, c'est minuscule. Mais en contrepartie, l'exigence cognitive est immense. Avant de chausser les patins, ils étudient la physique fondamentale de leur mouvement. L'angle de la lame sur la glace, la dynamique des fluides pour un triple axel. C'est de l'ingénierie appliquée au corps humain. Et les résultats de 2026 sont ahurissants. Ah oui, les archives sportives le prouvent. La patineuse américaine Alyssa Liu a quitté ses anciens circuits pour venir spécifiquement à Funabashi. Et elle a remporté la médaille d'or à Milan. Les analystes notent qu'elle est passée d'une enfant prodige assez intuitive à un maître artisan autonome contrôlant chaque micro-aspect de sa technique. Et la japonaise Ami Nakai, formée là-bas aussi, a décroché le bronze. Funabashi fabrique de l'or olympique avec 3 heures de glace par jour et beaucoup de réflexion. L'évolution de cette ville est magistrale. Si on fait la synthèse globale de ce dossier, on voit clairement un schéma. Quel schéma ?
Funabashi est passé d'un modèle archaïque d'extraction, tirer les ressources de la mer pour le pouvoir central, à un modèle de raffinage extrême des compétences. Que ce soit pour analyser les eaux de Sambanzé ou la biomécanique d'un saut sur la glace. Exactement. Ils ont érigé l'économie de moyens, l'observation et l'intelligence de l'action en véritable art de vivre. C'est époustouflant comme trajectoire temporelle. Partir d'un pont fait de petites barques, traverser des incendies purificateurs, abriter un écrivain torturé sous un laurier rose, défendre une baie avec des données scientifiques et finir par décrocher l'or olympique en 2026. L'esprit d'adaptation plutôt que la force brute, c'est la véritable leçon intemporelle de cette radiographie historique. Et ça nous amène naturellement à une dernière réflexion pour tous ceux qui écoutent cette analyse aujourd'hui. Une réflexion qui dépasse largement le Japon. Je vous écoute. Si une petite ville a pu transformer un héritage de pêche minutieuse et de survie dans la vase en une philosophie capable de forger de l'or olympique par une pratique hyper consciente et limitée à 3 heures par jour, comment cette approche artisanale pourrait-elle révolutionner nos propres systèmes de travail ? C'est une question très pertinente. Oui. Comment le monde globalisé actuel, que ce soit dans l'éducation ou l'entreprise, pourrait s'en inspirer ? On glorifie tellement le présentéisme, le volume horaire et l'usure au détriment de l'efficacité réelle et de la maîtrise profonde. C'est une pensée provocatrice qu'on vous laisse méditer. Une très belle conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des sources et de l'histoire de Funabashi. Prenez soin de vous, gardez votre esprit de curiosité et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration en profondeur.